Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous invite à venir vous asseoir. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour cette plénière. L'association HQE et surtout, au-delà de World Efficiency, où on est présent cet après-midi, se déroule le HQE International Summit, qui est un nouveau rendez-vous, un rendez-vous de tous ces acteurs du mouvement HQE. Ils vont témoigner, en parler, parce que l'objectif, véritablement, c'est de partager les expériences des acteurs internationaux et leurs pratiques pour des bâtiments, des aménagements et des infrastructures HQE. Alors, dans un instant, on va faire une sorte de tour du monde. On va le réduire un petit peu, mais on va parler du Brésil, de la Pologne, du Maroc, du Canada et puis d'autres retours d'expérience aussi. Ce sera intéressant de voir HQE à travers le monde, HQE International. Cette association, derrière cette association, on a des opérateurs, Serway et Certivea. C'est pourquoi j'appelle à me rejoindre sur scène Patrick Nossan, un président de Serway Certivea, également l'administrateur de l'association HQE, qui va nous en dire un peu plus sur cet événement, sur cette plénière, sur ce qu'on va vivre dans un instant. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. En effet, à quelques semaines de la COP21, nous avons profité de l'organisation de World Efficiency pour faire pour la première fois le HQE International Summit, organisé donc par l'association HQE, en partenariat avec Cercal, et je salue ici Antoine Desbarrières, le président de Cercal, Certivea, Serway, la Fédération française du bâtiment, Marc Coulard est avec nous, autant de partenaires que je remercie vivement. Cette plénière est donc le temps fort de la HQE International Summit et nous allons essayer de vous démontrer 3 points. Premier, HQE agit pour le climat, c'est une évidence, j'espère pour vous. Depuis maintenant 20 ans, le mouvement HQE rassemble des hommes et des femmes engagés dans le développement durable du cadre bâti. Ils ont à leur actif 59 millions de mètres carrés de bâtiments certifiés, ce qui en fait le 2e parc certifié au monde en termes de surface. Ce parc HQE présente une réduction effective de 23% d'émissions de gaz à effet de serre en exploitation par rapport à des bâtiments non certifiés aux caractéristiques similaires en termes de taille, d'âge et de localisation. HQE apporte donc d'ores et déjà une contribution réelle à l'atteinte des objectifs climat. HQE agit pour le climat dans une démarche globale et responsable. Aux enjeux climatiques, HQE associe la performance économique, le respect de l'environnement et la qualité de vie. La performance économique sans laquelle il n'y a pas de projet viable. Charge d'exploitation, valeur patrimoniale, contribution au dynamisme local. Le respect de l'environnement dans une vision globale. Le carbone, on en a parlé, mais également l'énergie, l'eau, les déchets, les matériaux, la biodiversité. Enfin, la qualité de vie. HQE place l'homme au cœur des projets. Santé, confort, services, transport, etc. sont également des thèmes traités dans les référentiels HQE. HQE concerne les bâtiments résidentiels et non résidentiels, en construction, rénovation et en exploitation, ainsi que les infrastructures et l'aménagement urbain durable. Elle s'appuie sur des études, des publications, des formations, des partages d'expériences, des reconnaissances de la compétence des professionnels et des certifications de leur réalisation. C'est donc bien une démarche globale et responsable qui est en œuvre, une voie de progrès opérationnelle pour les professionnels qui anticipent et vont au-delà des réglementations pour une croissance plus durable. HQE agit pour le climat dans une démarche globale et responsable partout dans le monde. D'origine française, HQE est désormais présent dans 19 pays et sur 5 continents, ce qui prouve la pertinence de son déploiement. Les référentiels de certification HQE sont conçus pour s'adapter aux spécificités de chaque pays. Climat, réglementation, habitudes de construction, système d'organisation. Nous appuyons sur les partenaires locaux de formation et de certification et des référents certification HQE qui portent l'offre partout dans le monde. La présence ici de représentants de 5 pays et le témoignage qu'ils vont vous apporter en attestent. Avant de leur laisser la parole, je souhaite vous dire que la réponse aux enjeux climatiques, dans une vision globale et responsable, ne s'obtient pas par hasard. Elle résulte, nous en sommes convaincus, de l'implication des parties prenantes et de la mobilisation de l'intelligence collective des professionnels.
C'est une des spécificités de la HQE que nous allons maintenant partager ensemble. Je vous remercie de votre attention. Grand merci donc à Patrick Nossan pour cette introduction, cette présentation de tous ces enjeux dont on va discuter. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On a des représentants, je les remercie encore d'être là à travers le monde pour nous parler de ce qu'ils font. Donc ils vont nous parler de leur pays, des projets en particulier. Et puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans les débats, mieux comprendre les défis à relever en la matière. Donc je vais les présenter, puisqu'évidemment ils nous font le plaisir d'être là. Mohamed Abdellaoui, bonjour. Vous êtes donc vice-président de l'Université internationale de Rabat, avec une mission, c'est de mettre en place toute l'organisation, on va dire, de l'université qui est en pleine création, de l'actualité, puisque là, 2 certificats vous ont été remis, vous allez nous en parler en détail, un bâtiment sportif, une piscine, mais aussi pour la cité universitaire. Donc vous êtes dans une vraie démarche, dans un pays aussi qui bouge beaucoup, donc ça, vous allez nous en parler, évidemment. À vos côtés, Marie-Odile Michel Amiot, bonjour. Vous êtes la sous-directrice des opérations immobilières à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est la représentation de la France à l'étranger. 163 pays. Vous allez nous parler de votre démarche parce qu'il y a une vraie démarche de certification HQE pour ces bâtiments, ces sites du ministère des Affaires étrangères. Donc vous nous donnerez aussi quelques exemples. Vous allez voir, on traverse vraiment le monde puisqu'on va atterrir après au Brésil avec Manuel Carlos Reis Martins. Bonjour. Vous êtes donc de la Fundação Vanzolini. J'espère que je vais y arriver. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, coordinateur exécutif du processus Aqua. Alors Aqua, en fait, c'est l'équivalent, c'est la marque HQE, mais là-bas au Brésil. Donc vous allez nous parler de ce que ça représente pour vous au Brésil. Un petit peu en anglais, in English for us. Merci beaucoup d'être là en tout cas. On va poursuivre avec cette fois-ci le Canada et Paul Dupas. Bonjour, vous êtes coordonnateur de projet chez Eco-Bâtiment. Alors Eco-Bâtiment, c'est une ONG qui qui a l'objectif évidemment de réaliser des bâtiments exemplaires, de la formation aussi de nouveaux projets. Là aussi, vous avez une actualité, une signature de partenariat tout fraîche. Donc vraiment, vous lancez aussi cette démarche HQE dans un pays où nécessairement cette norme n'est pas nécessairement présente aussi, donc vous allez nous en parler. Je passe la parole, je présente votre voisin avant de revenir sur vous, évidemment, Corinne. Alors, Timon Nowosielski, bonjour. Vous êtes directeur opération de Bouygues Immobilier Polska. Donc, cette fois-ci, on est en Pologne. Vous voyez, c'est un vaste tour d'horizon, un marché qui est peut-être moins mature en la matière, mais vous allez là encore nous parler de tous les projets que vous développez. Et puis, pour illustrer tout ça, on a donc Corinne Bloch-Raguin. Bonjour, vous êtes la directrice exécutive de Serway. Vous allez à la fois nous parler de ce que fait évidemment Serway, l'association HQE à travers le monde, votre regard aussi que vous portez sur ces différents acteurs qui sont présents avec nous. Donc comme je le disais, puis vous pourrez aussi à la fin poser des questions évidemment aux intervenants qui sont là, c'est aussi le but de cette plénière. On va commencer à dresser un tableau, voir un petit peu dans chacun des pays ce qui se passe, le contexte du pays, aussi les projets qui sont développés. Alors je vais commencer, puisque vous êtes à côté de moi, par vous, Mohamed Abdellaoui, vice-président de l'Université internationale de Rabat. Je pense que ça doit fonctionner. Tentez. Oui, ça fonctionne. Merci madame. Bonsoir mesdames et messieurs. Oui, je suis heureux d'être là à plusieurs titres, en tant qu'université qui se crée, qui se monte, et également en tant que Marocain pour parler un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui au Maroc dans toute la partie développement durable, efficacité énergétique. D'abord, pour la COP21, je pense que nous avons été le deuxième, voire le troisième pays à annoncer notre contribution à la COP21 lors de la visite du chef de l'État président François Hollande au Maroc au courant du mois de septembre, une annonce très très importante et une annonce qui vient au fait continuer une politique qui a démarré depuis une quinzaine d'années, puisque la stratégie énergétique marocaine est d'arriver à produire 40% de notre consommation énergétique pour un pays qui n'a pas de pétrole. Et voilà. Si je ne m'abuse, il y aura un événement phare l'année prochaine aussi pour le Maroc, puisqu'on parle de la COP21. Exactement. Et le Maroc accueille la COP22 l'année prochaine, au mois de novembre 2016. Donc il y a un très très ambitieux projet de production d'énergie à partir de ressources renouvelables, d'énergie renouvelable, notamment le solaire et l'éolienne. Et donc l'objectif étant d'atteindre, comme je disais tout à l'heure, 42% de la consommation nationale. Alors,
Je parlerai peut-être en détail tout à l'heure du projet de l'Université internationale de Rabat. Vous pouvez commencer, on a quelques illustrations derrière, Voilà. donc je vous en prie, allez-y justement, pour Voilà, expliquer donc, en détail ce que vous faites. Au fait, c'est une université d'une nouvelle génération qui se monte à Rabat et qui est une parfaite illustration de la coopération franco-marocaine dans le domaine académique et universitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que le lancement de cette université a été fait encore une fois à l'occasion d'une visite du chef de l'État, mais à l'époque c'était Nicolas Sarkozy en 2012, non, qu'est-ce que je raconte, en 2007, pardon, dès son élection. Et l'idée était de travailler avec un certain nombre de partenaires académiques français pour monter une université de rang international au Maroc et de pouvoir accueillir un certain nombre de jeunes bacheliers marocains qui normalement venaient faire leurs études en France, sachant que les possibilités de faire des études à l'étranger sont de plus en plus difficiles. Donc c'est un projet qui est porté par, comme je vous dis, par vraiment une très forte coopération franco-marocaine. Et dès le départ, donc dès la réflexion du projet, quand j'ai dit qu'il a commencé en 2007-2008, l'idée était de faire une université innovante. Innovante à plusieurs titres sur ses aspects académiques, mais je ne reviendrai pas là-dessus, sinon je prendrai trop de temps. Mais innovante également dans sa conception globale. Et dès le départ, nous avons inscrit comme axe stratégique d'être un campus qui respecte les normes environnementales. De plus en plus, on parle de Smart Campus. J'étais au Canada il y a quelques temps et ce sont des concepts qui se développent en Amérique du Nord et que nous épousons également. Avec cet objectif qui est marqué derrière vous d'être premier bâtiment certifié HQE en Afrique. Ça, c'est déjà fait, c'est un objectif atteint, puisqu'on a eu la première certification en mai 2014 et aujourd'hui même, donc tout à l'heure, on a été certifié sur deux autres bâtiments, un bâtiment sportif, donc une piscine couverte, qui est la première piscine couverte certifiée HQE hors France, hors territoire français, et nous avons également nos résidences universitaires qui sont certifiées. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Une autre spécificité de ce projet, c'est que nous avons installé au sein du campus, qui est un campus d'une 30aine d'hectares, une ferme solaire et nous produisons également notre propre énergie solaire. Voilà, donc peut-être on parlera tout à l'heure et s'il y a des questions, mais tout le projet est orienté développement durable. Dans un pays sec comme le Maroc, l'eau étant une richesse assez rare. Donc, parmi les choses que nous avons réalisées au niveau du campus, c'est la mise en place d'un bassin de rétention des eaux pluviales, donc qu'on voit derrière vous. Voilà, qu'on utilise pour l'arrosage des espaces verts en hiver. Et le système d'arrosage également est un système automatique avec goutte à goutte, etc. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que la certification HQE rentre dans une vision bien globale d'un campus vert, d'une part, de formation, donc de formation d'ingénieurs donc dans le cadre de notre école d'ingénierie des énergies et de formation continue, puisque nous formons aussi beaucoup de professionnels, y compris sur la problématique HQE, et également de pouvoir sensibiliser nos étudiants et qui seront demain les futurs décideurs sur cette problématique environnementale. Alors je vois, vous avez été très ambitieux. Juste savoir comment ça s'est passé, la genèse de ce projet-là. Est-ce que ça a été facile à mettre en place? On voit, vous avez été quand même pionnier en la matière. Je pense que ça n'a pas été si évident que ça. C'est-à-dire que non, ça n'a pas été facile pour plusieurs raisons. D'abord en 2010-2011, quand on a commencé à réfléchir sur la construction du campus, les normes HQE, les normes environnementales n'étaient pas très connues au Maroc. Et cela a été difficile, je dirais, pour convaincre et trouver des compétences également sur place. Donc, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, etc. Et puis, l'une des difficultés que je voudrais souligner et tout de suite répondre à une problématique qui se pose, c'est la problématique financière. Parce que, souvent, j'ai entendu, en tous les cas au début du projet, oui, mais vous voulez nous faire un campus HQE, un campus qui répond aux normes environnementales, etc. Mais tout ça a un surcoût. Alors les financiers, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns sur la table, autour dans la salle, je veux dire. C'était de dire, ouais, mais c'est un surcoût.
qu'est-ce que cela apporte, etc. Moi, j'ai une réponse très claire aujourd'hui, c'est que d'abord, le surcoût n'est pas très, très important, hein, très franchement, et je parle en connaissance de cause, puisque nous venons de finir la construction de la première tranche qui fait quand même 80 000 mètres carrés. Donc, il y a quand même un retour assez important d'expérience. Donc, il n'y a pas de surcoût majeur. Et surtout, les surcoûts que l'on peut enregistrer, on peut très, très facilement les identifier et en calculer le retour sur investissement. Je prends par exemple la problématique de l'éclairage. C'est peut-être pas le cas ici, mais aujourd'hui, au niveau de l'Université internationale de Rabat, l'ensemble de l'éclairage est un éclairage à LED. C'est des nouvelles techniques d'éclairage, très peu consommateurs d'électricité, hein, d'énergie électrique. Ben, c'est vrai que ça a un surcoût, et d'ailleurs ce surcoût par rapport aux technologies d'éclairage classique est en train de baisser, donc la LED devient de plus en plus accessible. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à installer des LED au sein des bâtiments, c'était beaucoup plus cher. Mais malgré ça, l'économie d'énergie permettait d'avoir un payback, hein, un retour sur investissement de 4-5 ans. À l'époque, à mon avis, ça a dû baisser maintenant. Je peux donner d'autres exemples sur la partie isolation thermique. Et là, le payback est encore plus intéressant. Et ceci en ne regardant que les aspects financiers. C'est-à-dire que ce serait une erreur, à mon sens, que de regarder la certification HQE uniquement par ce biais-là. Mais il faut le voir aussi, c'est obligatoire. Mais on ne parle pas du confort de l'étudiant au sein du campus, on ne parle pas de la sécurité, de la santé de l'étudiant au sein du campus. Tout à l'heure, j'entendais une conférence à côté, et quelqu'un disait qu'un être humain passe pratiquement 75% de son temps dans un bâtiment. Donc on a intérêt à avoir des bâtiments qui soient pas trop dangereux pour notre santé. Voilà, donc la difficulté était de trouver des compétences, la difficulté était de convaincre mon conseil d'administration pour me donner les budgets. Mais voilà, mais on y arrive. Vous allez parler tout à l'heure, parler notamment de la formation que vous avez évoquée, mais tout d'abord, je me tourne vers Corinne Bloch-Raguin pour réagir, commenter, hein, on se souvient de dire Mohamed Abdellaoui sur le Maroc en particulier. On a vu que c'est un pays qui innovait en la matière, qui avançait. Oui, tout à fait. Merci Nathalie et merci Monsieur Abdellaoui. Oui, tout à fait. À travers ce témoignage, on voit bien que le Maroc est un pays exemplaire par son engagement en faveur du développement durable. Il y a une charte nationale de l'environnement, il y a un plan d'investissement vert, il y a une réglementation thermique du bâtiment, dans un pays où le bâtiment représente quand même 25% de la consommation d'énergie. Donc dans ce contexte, les outils volontaires tels que la certification, eh bien, ils viennent appuyer une réglementation nationale qui est déjà en place, une politique nationale volontariste qui est déjà en place. Donc HQE, c'est effectivement aujourd'hui, après des projets pilotes qui n'ont pas forcément eu toute l'aisance, comme l'a expliqué M. Abdellaoui, du démarrage, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet très partagé, qui a fait la une d'ailleurs d'un certain nombre de magazines, comme Chantier du Maroc par exemple. Et il est vrai qu'aujourd'hui on a une douzaine de projets en cours au Maroc, que ce soit des projets concernant des bâtiments en construction dans le secteur résidentiel, dans le secteur tertiaire, des commerces, des bureaux, des complexes touristiques, des équipements sportifs, on l'a vu à l'instant. Le Maroc a été également pionnier pour la certification aménagement, puisque c'est au Maroc qu'a eu lieu la première certification HQE aménagement hors de France, avec un projet de complexe touristique à Tarazout, à proximité d'Agadir. Donc là aussi, il y a quand même une prise de risque de la part des Marocains qui est assez remarquable, et on a aujourd'hui un projet tout à fait exemplaire. Et l'intérêt d'une certification HQE aménagement, c'est que c'est un outil aussi pour des équipes qui sont encore peu aguerries à la conduite d'un projet durable. Ce sont les outils qui leur donnent une feuille de route, en quelque sorte, pour mener ce projet. Et je rebondis sur ce point en disant que le Maroc est également une tête de pont en Afrique. Casablanca, aujourd'hui, c'est le hub de l'Afrique. La Tunisie, un peu également. D'ailleurs, ça démarre bien aussi pour HQE en Tunisie.
Ce sont des pays où maintenant les étudiants de toute l'Afrique vont étudier. Ils ne viennent plus à Paris, ils ne vont plus à Londres, ils vont à Casa, ils vont à Rabat. Je pense que dans votre université, vous devez avoir beaucoup d'étudiants qui viennent de toute l'Afrique. En Tunisie également, où nous avons un partenariat de formation. Donc ce sont des projets qui rejaillissent, qui sont observés par l'ensemble des pays du continent et qui rejaillissent. Si aujourd'hui on a des projets au Gabon, à Kinshasa, également au Congo et l'autre Congo également à Brazzaville, ce sont aussi des projets. Il y a un intérêt aussi de la Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs, on a quelques Ivoiriens qui sont venus aujourd'hui dans la salle. Donc il y a un rôle important à jouer pour le Maroc en tant que modèle pour les pays en développement. Alors on va continuer, on va rester au soleil, on va dire, on va aller au Brésil avec vous, Manuel Carlos Reis Martins, de la Fundação Vanzolini. Vous êtes coordinateur exécutif du processus Aqua. Vous allez nous en parler en anglais, comme je disais. Voilà, Aqua, en fait, c'est HQE, la marque HQE. Can you explain to us what is it? Talk about your country and what you do. Okay. Thank you for having me here, and thanks everybody for listening to me. I'll try to talk in English, otherwise I might talk a little slow in French and miss some words. So I'll say it in English. Can you put them near your mouth? Yeah. Okay. Very good. Fundação Vanzolini was created in 1967 at the São Paulo University. And its mission is to put the knowledge developed at the university at disposal of the society to help the development of the Brazilian society. In the certification area, we started in 1990 with ISO certification. In 2007, with a lot of experience in the civil construction sector, management systems in all the actors. We started a cooperation with CSTB Certivear to adapt the HQE certification to Brazil, which we did, named Aqua, which is Alta Qualidade Ambiental, which is the same as Haute Qualité Environnementale. We did that respecting the culture, climate, and legislation and regulations in Brazil. Particularly now we adopted all the performance standards regulations, the energetic efficiency regulations, the environmental regulations, and the technical standards for products, systems, and processes in Brazil. In 2008, we extended the cooperation to Qualitel Cerclau for the residential sector. And finally, in 2013, we moved our cooperation to Serway. And as we had developed Aqua from the French HQE, we realigned it with the international and launched Aqua HQE in 2014. Now we have 243 certified projects consisting on 401 buildings, over 7 million square meters surface area, over 43,000 lodgings, and including 8 urban planning, neighborhoods or condominiums projects, and 1 port, which is a new thing. We developed Aqua for ports, and now we are talking to Serway to see if we can make that international as well. You can see, please back. One slide back, please. These are just a few examples. Leroy Merlin store, which was our first certificate, a big shopping center which recovered wetlands near the river, which you can see there, and interacted very well with all the neighborhoods, using the workers, both for construction and for operation of the shopping center.
You can see also an image of the Olympic Village Yes. on the bottom left, with 31 buildings, which was also certified. I'll talk a bit more about it. And one other example is a big corporate center with 3 large buildings. Next, please. About our first client, Leroy Merlin, or Leroy Merlin, or Leroy Merlin in Portuguese. The French told us that in Brazil we should say Leroy Merlin and not Leroy Merlin. Okay? They refurbished their headquarters, and the comfort research amongst the collaborators showed very good response. You can barely see the red dissatisfaction little sector in the pizza pie graph. And on the right, from their 32 stores, 15 were certified in construction and operation, showing 25 less waste generation, 36% less electric energy consumption, and 21% less water consumption. The next, please. About the Ilha Pura, which is the Olympic Village, it is maybe one of our biggest projects. We certified the neighborhood and the 31 buildings, which includes more than 3,600 lodgings, which will be used by the athletes and then by the buyers. They are already selling it, and the buyers know they will be used for the athletes first, then they will be sort of repaired if needed be, and then delivered for use, for a permanent use. Next, please. This is a night image. It's not ready yet, as you've seen in the last picture, but this is an image looking towards Rio de Janeiro, to the center, in the direction. And I'd like to mention a few characteristics of this project. They have grey water plant treatment. They have photovoltaic panels. They monitor air quality, and they plan to do it after the project is in use. They have waste management with eco points. Local workers were trained and used on site. They have electric vehicle points, composting plants for fertilizer. They use native plants with smart irrigation, water efficient equipment, solar heating system, certified native wood. They have BRT, which rapid bus transport infrastructure nearby. And they have green roofs and many other characteristics. So I would say that we have been having a very good partnership, first with CSTB and CertiVA and Qualitel and Cercol, and now with Serway to deliver the certification Aqua HQE in Brazil. Thank you. Et vous montrez que le Brésil est très engagé avec ces exemples. Yes. Brazil, not as much as we like it to be. We are working on that. We have one main difficulty is that our building sector is not, generally speaking, into thinking before planning, before designing, before constructing. Normally, in general, things are done sort of at the same time. So one may lose the opportunity to find the best solutions. But that is changing. Many companies already do that sequence. And we are actually trying to disseminate that so that results can be obtained
better results with less investment. Alors, on parlera avec vous d'adaptabilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais Corinne Bock-Raguin, je peux vous faire réagir, sachant qu'en fait vous êtes aussi très engagée au Brésil, quand même, qui est un pays où HQE a le plus de références aussi, il faut le dire. Oui, tout à fait. C'est aussi lié à l'histoire, puisque c'est le pays dans lequel, hors de France, HQE a mené ses premiers pas à l'international. Donc, c'est avec la Fondation Vanzolini, on a appris ensemble. En fait, on a appris à transformer un référentiel français pour le rendre adapté à un contexte réglementaire, culturel, climatique très différent. Et ce sont à partir de ces leçons qu'on a pu mettre en place les référentiels que l'on utilise maintenant pour Serway dans l'ensemble des pays où l'on travaille. C'est un partenariat donc de longue date où aujourd'hui Aqua HQE en tant que marque jointe est leader du marché. Et donc on délivre à la fois la marque Aqua et la marque HQE à tous les clients qui sont certifiés. Donc c'est un partenariat exemplaire qui a fait ses preuves et aujourd'hui notre objectif c'est de le dupliquer. Ce que l'on a déjà commencé à faire au mois de juin, on a signé un premier partenariat de certification, donc c'est le deuxième après le Brésil, deuxième partenariat de certification au Liban avec l'Institut de la recherche industrielle du Liban. On vient de signer en début d'après-midi un nouveau partenariat de certification avec Éco-Bâtiment pour le Québec. D'ailleurs, je vais passer la parole dans un instant. Et on a d'autres projets en portefeuille qui nous amèneraient à signer des partenariats de certification de ce type. Donc le Brésil, c'est vraiment pour nous un pays phare. Avec quand même le village olympique. Absolument. 2016, c'est emblématique. Ce site exceptionnel qui sera vraiment magnifique et puis qui va être emblématique. Et puis le Brésil, c'est aussi quand même un grand émergent qui peut aussi jouer un rôle de modèle pour les autres grands émergents. Alors, on va partir au Canada, justement, avec votre voisin, Paul Dupas, parce qu'on vient de le dire, coordinateur de projet chez Éco-Bâtiment. Donc, voilà, tout nouveau partenaire, vous l'avez dit, un partenariat vient d'être conclu. Donc, là encore, de la même façon que vos camarades, parlez de votre pays, de ce que vous y faites, de tous ces projets. Oui, bonjour à tous. Alors, d'emblée, je m'excuse pour ceux qui attendaient un accent québécois. Je suis d'origine française, vous aurez donc droit à un accent français teinté de québécois. Rapidement, donc, je travaille chez Éco-Bâtiment depuis plusieurs années maintenant. Éco-Bâtiment, c'est une ONG, comme vous l'avez dit, qui fait la promotion du bâtiment durable pour contribuer à l'émergence de lieux de vie sains, agréables, fonctionnels et écologiques. C'est notre mission, c'est un petit peu notre cheval de bataille. Comment on fait ? On travaille avec les professionnels de la construction, les architectes, les ingénieurs, par le biais de formation. Donc on les forme dans le cadre de leur formation continue à travailler de manière plus durable sur le bâtiment. On fait aussi des projets. On ne peut pas faire de formation si on ne fait pas de projet. Donc on garde quand même les mains dans le concret en réalisant des projets, en accompagnant des clients dans la définition de leur bâtiment durable, en faisant des projets d'innovation sur notre bâtiment. Et on fait de la recherche et publication. Donc on tient des billets de blog, on écrit beaucoup d'articles sur les bâtiments importants du monde ou du Québec. Et on écrit des guides à l'intention des professionnels pour toujours faire passer le message du bâtiment durable. Ça, c'est rapidement Éco-Bâtiment. Et puis, vous voyez tout de suite déjà les connexions qui se font avec la certification HQE. Rapidement, je vais vous parler du Québec, pas du Canada en entier. C'est quand même grand. On m'a demandé de parler en 10 minutes, donc ça va être un peu long sinon. Je vais vous parler du Québec. Donc, j'ai vu un peu large en parlant du Canada. C'est ça. Mais rapidement, le Québec, c'est quand même 3 fois la France en termes de taille. C'est 10 fois moins de population. C'est 7 millions d'habitants pour 70 millions versus 70 millions en France. Donc on a l'avantage d'avoir beaucoup d'espace. Néanmoins, 90% de la population, et vous le voyez sur cette petite image, est concentrée autour du Saint-Laurent, qui est vraiment l'axe dominant de la géographie québécoise. Et c'est là où se trouvent toutes les terres agricoles du Québec. Donc on a un problème de gestion de l'espace au Québec. C'est un problème important parce que comme on a l'impression d'avoir de la place, on s'étend un peu partout, mais en fait on s'étend sur le garde-manger du Québec. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième, qui est plutôt un avantage au départ, c'est qu'on a une énergie très propre. 95% de l'énergie est hydroélectrique, ce qui fait 4 à 10 grammes de CO2, d'équivalent CO2 de production par kilowattheure, ce qui est très peu. Néanmoins, elle coûte très peu cher. Elle est bien moins chère qu'en Europe, beaucoup moins chère par rapport à tous les marchés américains, ce qui fait qu'on en fait un usage un peu immodéré. Donc on a tendance à chauffer en ouvrant les fenêtres, littéralement. La même chose pour l'eau. On ne paye pas l'eau dans les maisons ou dans les bureaux. Donc on a encore tendance à surconsommer un petit peu.
Tout ça dans un contexte, je dirais, d'austérité budgétaire où il n'y a pas beaucoup de leviers de financement pour promouvoir le bâtiment durable. C'est un petit peu le portrait que je voulais faire du Québec. On a beaucoup d'espace, beaucoup de ressources, mais il reste beaucoup de choses à faire pour avancer dans la thématique du bâtiment durable. Rapidement, je vais vous présenter un projet au Centre Culture Environnement Frédéric Bach. C'est le bâtiment où j'ai l'occasion de travailler, qui en fait est à l'origine d'Éco-Bâtiments. C'est le bâtiment qu'on a récupéré avec une association qui s'appelle le Centre de l'Environnement, qui est gestionnaire et propriétaire du bâtiment, et dans lequel on a fait toutes des mesures énergétiques en 2004. Il est à Montréal, hein, c'est bien ça? Non, il est à Québec. À Québec, d'accord, ok. Tout à fait. Donc c'est une ancienne école qui a été bâtie en 1936, et en récupérant ce bâtiment en 2004, on a mis en place, vous voyez, des toits verts à la surface du bâtiment. On a mis aussi en place un système d'efficacité énergétique, donc on a diminué la consommation d'énergie de 30% en augmentant la superficie du bâtiment de 30%. On a créé le premier mur en ballot de paille en Amérique du Nord, dans un bâtiment institutionnel. Il y a eu un mur vert, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, mais on a beaucoup mis l'accent sur le confort et la qualité de vie à l'intérieur. Dernier projet d'innovation, vous pouvez le voir, si tu veux revenir à la photo juste d'avant. Il y a un concentrateur solaire qu'on a mis sur la toiture. C'est un test, un projet d'innovation. On va regarder ce que ça fait, et ça nous sert à aider notre production d'eau chaude sanitaire et eau chaude de chauffage. Si on peut passer sur la dernière photo, on verra les images de l'intérieur des bâtiments, donc place à la lumière naturelle des bâtiments, enfin beaucoup de bois, etc. Pourquoi je vous parle de ce bâtiment-là? C'est parce qu'en fait, c'est le premier bâtiment où on est en train de mettre en place une certification HQE exploitation au Québec et donc en Amérique du Nord. Donc avant de se convaincre d'apporter HQE... Ça se produit de temps en temps, il ne faut pas s'inquiéter, je crois. Avant de se convaincre d'apporter HQE au Québec, on voulait le tester. Donc on est en train de le tester sur ce bâtiment-là, de tester l'adaptabilité de la certification, de aussi voir comment ça s'inscrit dans un contexte québécois, puis quels en sont les avantages. Donc on en fait vraiment une étude de cas qui va nous aider après à promouvoir la certification HQE. C'est pour ça que je voulais vous parler légèrement de ce projet-là. Un bel exemple. Et justement, HQE, j'allais dire, dans un environnement, on ne peut pas dire le contraire, où il y a d'autres certifications un peu plus anglo-saxonnes. Pourquoi ce choix? Bon, on va dire on est aussi au Québec, mais dites-le nous, même si ça partait d'un mouvement français maintenant qui est international, mais dites-nous. Effectivement, en Amérique du Nord, il y a c'est la naissance de la certification LEED qui existe aussi depuis quelques années, qui est née aux États-Unis, mais très rapidement au Canada. C'est une certification qui est très implantée au Québec. Et puis tant mieux, je dirais, ça permet ça a déjà beaucoup changé la face, je dirais, du monde de la construction au Québec. Par contre, on entend beaucoup de professionnels qui se tournent vers nous pour déplorer certaines rigidités ou certains manques par rapport à ce qu'ils voudraient faire. Et puis, c'est un marché monopole. Donc, on voulait proposer une nouvelle voie, proposer quelque chose de différent. LEED met beaucoup l'accent sur l'énergie. HQE, il le met aussi, mais éventuellement sur le confort des occupants, sur la qualité de vie, sur la santé. C'est des choses qui, nous, Éco-Bâtiments, nous touchent beaucoup. Donc on voyait là-dedans beaucoup d'intérêt. Puis une adaptabilité réelle de la certification au marché. C'est une grande force. LEED reste très américain, très marché états-unien, je dirais. Le contexte québécois est particulier du fait de sa gestion de l'énergie, de son abondance en ressources naturelles, eau, énergie, bois. Donc il fallait pouvoir le transcrire dans une certification, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce qu'on trouve aujourd'hui. Je pense qu'HQE nous aidera aussi avoir quelque chose de plus clair à ce niveau-là. Donc vous avez des points communs, l'adaptabilité. On va évidemment en reparler en cours d'échange. Je repasse la parole à Corinne Bloch-Raguin pour son regard sur le Canada, en particulier le Québec, là, dont on vient de parler. Oui, alors j'ai peu de choses à ajouter à ce qu'a dit Paul. C'est vrai que bon, le Canada en tant que tel est un pays vaste et très divers, donc partir seul pour nous, ça paraissait difficile. C'est pour ça qu'on a été très intéressé à l'idée de travailler avec des partenaires et Éco-Bâtiments sera notre premier partenaire au Québec et on espère avoir des partenaires dans d'autres provinces du Canada. On a d'ailleurs une autre référence en cours à Toronto, donc aussi au Canada anglophone, avec la certification en cours de l'université, enfin d'un bâtiment de l'université de Ryerson à Toronto.
Donc on voit que même les anglophones au Canada restent ouverts à d'autres possibilités que LEED. Il reste que, bien sûr, on est tout petit aujourd'hui, il faut rester humble sur ce sujet. On est tout petit au Canada, on débute. On a été agréablement surpris, effectivement, dans cet environnement très nord-américain, de constater que les acteurs étaient ouverts, intéressés, curieux d'une approche européenne, qu'ils avaient envie de découvrir autre chose. Et donc, nous, on est prêts à avancer avec ce que l'on peut proposer, offrir aux Canadiens une version différente du bâtiment durable et de l'aménagement durable. On va poursuivre notre tour d'horizon en partant en Pologne avec votre voisin Timon Nowosielski, donc directeur opérationnel de Bouygues Immobilier Polska. Alors là, on est sur un autre marché, on peut dire quand même moins mature aussi, où vous arrivez un peu en pionnier. Bonjour, je vais essayer en français. S'il y a des fautes, excusez-moi d'abord. Déjà, vous faites un bel effort. Donc, merci. Donc, Pologne, c'est un pays au niveau certification de logement désertique. Il n'y a ni BREEAM, ni LEED, ni HQE, à part notre premier bâtiment accent vert et accent éco. En fait, dans l'immobilier d'entreprise, il y a certification qui est devenue presque standard sur le territoire polonais. Mais segment de logement, c'est un segment où ne se pratique pas certification. Bouygues Immobilier Pologne, c'est évident, on fait part des groupes Bouygues qui, de plus de 10 ans, définit bien la stratégie de développement durable, exercer ça surtout sur le terrain français. Il y a des années, un an et demi, on a décidé de poursuivre cette démarche aussi en Pologne. Donc, rapidement, on s'est rapproché et analysé les différentes certifications. Les anglo-saxons, on a comparé. Le HQE nous paraît déjà plus ouvert sur les problématiques de santé et confort. Les certifications anglo-saxons étaient moins, ils ont moins accent sur ce domaine. Et en plus, c'était plus facile parce qu'on a eu pas mal d'expérience avec HQE en France. Donc, on a choisi un segment de bâtiment qui est anti-intuitif pour certification. J'explique. On a choisi segment populaire. Ça veut dire des bâtiments qui sont pour les primo-accédants, pour les jeunes familles. Et on s'est mis cette challenge parce que c'est beaucoup plus facile de faire certification où il y a plus de moyens. Donc on a décidé d'attaquer Action Vert et Action Éco. C'est à Varsovie. C'est à Varsovie, oui. On a ouvert un nouveau subsidiaire à Wrocław, mais on a 2 projets là-bas, mais le business est concentré sur Varsovie. Donc, on a un quartier qui s'appelle Bemowo. C'est un quartier pour des jeunes. Et on choisit ce projet d'Action Vert et Éco. Aujourd'hui, c'est des bâtiments à peu près de 6000 m² de surface habitable. Premier bâtiment, il est en fin de construction. Donc on a 2 certificats pour chaque bâtiment. On a un certificat design et on attend en janvier certification des bâtiments finis. Donc on a utilisé quelques solutions très intéressantes, sachant qu'on ne peut pas espérer, ça c'est caractéristique des marchés polonais, on ne peut pas espérer que les clients payent, ils ont volonté de payer plus pour le logement parce qu'il y a certificat. Donc on a fait un pari qu'on devrait être capable de livrer un bâtiment certifié avec des solutions qui sont bien pour les bâtiments et futur patrimoine de ces gens-là, mais sans demander
un slot, c'est notre monnaie nationale, de plus aux clients. On a utilisé l'éclairage LED, on a utilisé récupération d'énergie d'ascenseur pour énergie passive pour la lumière dans l'ascenseur. On a traité bien, qui n'est pas toujours un cas en Pologne, les eaux pluviaux, créant un réservoir ouvert qui donnait aussi dimension paysagistique au projet. Donc, ça a créé une sorte de petit lac. On a bien soigné tout ce qu'il y a isolation, y compris isolation des tubes avec eau chaude. HQE, c'est intéressant. Les matières grises en Pologne, on a de bons ingénieurs et ils étaient très ouverts à cette démarche HQE. Qu'est-ce que j'ai observé, c'est que HQE est devenu un élément fédérateur, que normalement on a dispersion de bonnes idées, comme disait mon collègue de Brésil, parfois on va plus vite que la musique en Pologne qu'en Brésil. Et cette démarche HQE crée une sorte de structuration de toute démarche. Parce que on a observé aussi qu'il y a pas mal de solutions correctes, voire bien pour futurs habitants des bâtiments, comme l'utilisation par exemple de peintures avec basse impact allergène, qui coûtent pratiquement la même chose que les autres types de peintures. Donc, HQE, c'est un impulse plus de réflexion, d'investir dans la réflexion, pas nécessairement investir argent. Et voilà. Vous avez dû apprendre à vous adapter aussi. On va continuer d'en parler, Corinne Bloch-Ringuin, en particulier voilà, sur cet exemple, ce pionnier dans un pays où il faut tout apporter, tout découvrir. Oui, alors sur la thématique de la ville durable, on a souvent besoin de travailler avec des acteurs qui sont en avance sur leur marché. Lorsqu'il n'y a pas de politique publique, il y a un enjeu d'éducation, ce qui est pas simple. C'est le cas du secteur résidentiel en Pologne. Donc on est tout à fait dans cette configuration. Et Bouygues apporte son engagement déjà en tant que groupe sur ces problématiques et également sa capacité d'innovation. Nous, de notre côté, on apporte les 40 ans d'expérience de Qualitel dans le secteur du logement et en particulier du logement social. Donc en combinant nos expertises et notre volonté d'innovation, on arrive à avancer. Mais comme je disais, c'est un rôle assez pionnier. Mais souvent, ce sont quelques acteurs qui, dans des marchés qui ne sont pas encore mûrs sur ces sujets-là, ce sont quelques acteurs qui peuvent déclencher une dynamique et qui peuvent faire avancer les choses. Si je prends un autre exemple très extrême dans une région du monde complètement différente, je prends le cas d'un projet à Brazzaville où on est en train de certifier un bâtiment. Donc, bien évidemment, dans les exigences de HQE, il y a le traitement des déchets. Or, à Brazzaville, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de filière de tri des déchets. Mais les porteurs du projet ont décidé de créer, de toutes pièces, une filière de tri sélectif des déchets. Et cette filière s'est étendue du coup à l'extérieur, puisqu'il y a un prestataire qui s'est positionné sur le sujet et qui a commencé à développer ce traitement et ce tri collectif. Donc vous voyez qu'on est dans une démarche d'innovation à la fois, de progrès et de dynamique collective. Et la Pologne en est un bon exemple. Alors pour terminer ce tour d'horizon, on va aller dans beaucoup de pays, si on peut dire, parce que c'est la représentation de la France à l'étranger avec vous, Marie-Odile Michel-Amiot, sous-directrice des opérations immobilières à l'étranger au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, comme je disais, avec un objectif de certification HQE, un des sites du ministère à l'étranger. Donc, nous en dire plus sur tous ces projets. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un petit mot pour dire que je trouve très bien que ce premier International Summit HQE se tienne à Paris cette année, qui est aussi l'année où la France accueille la COP21, donc présidée par le ministère des Affaires étrangères, justement, en articulation avec le ministère de l'Écologie. Donc, alors moi, je suis en France, mais en effet, mon sujet, c'est l'immobilier de l'État à l'étranger.
dans 163 pays. Alors, on n'a pas des projets dans 163 pays, mais potentiellement, on peut être concerné partout. Dans le cadre de la politique immobilière de l'État, donc le ministère des Affaires étrangères a réfléchi pour ces projets depuis déjà quelques années à une efficacité environnementale, mais en tâtonnant. Tel pays, la culture dominante orientée vers telle certification. Alors on fait un essai. Parfois, il n'y avait rien d'évident, donc on essayait de faire une conception, une relation intéressante d'un point de vue environnemental, mais sans étiquette. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce développement de référentiel HQE pour l'international. Et dès lors, donc, le ministère des Affaires étrangères a décidé de rechercher une certification HQE par Serway pour ses constructions nouvelles à l'étranger depuis l'an dernier. Alors, on n'en construit pas tant que ça, puisqu'on s'inscrit dans la politique immobilière de l'État, on a un patrimoine qui existe, et donc ce n'est que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique immobilière de l'État que nous pouvons éventuellement être amenés à faire des constructions neuves. Pour quelles raisons? Essentiellement deux. Donc la politique immobilière de l'État, c'est rationaliser, c'est-à-dire s'interroger, avons-nous besoin de toutes ces surfaces? On a plusieurs implantations, c'est pas très rationnel. Est-ce qu'on peut se regrouper, être plus sobre? Donc ça, c'est un moteur de projet. Un deuxième moteur de projet, ça peut être aussi la sécurisation, avec l'évolution de la situation internationale. Parfois, dans certains pays difficiles, notre implantation actuelle, on considère qu'on ne peut pas la sécuriser au niveau qu'on voudrait à l'endroit où elle est, et donc on peut être amené à faire un autre projet. Donc on a un premier projet derrière vous, en cours de procès à Jakarta, mais d'autres choses. Voilà, donc je vais vous en dire deux mots tout à l'heure, juste pour préciser que cette recherche de certification des projets de construction, ça s'inscrit dans une politique globale de l'État, donc de recherche de vertu environnementale. Donc en France, à travers le plan administration exemplaire, donc c'est pas spécialement attaché au bâtiment, mais ça l'inclut aussi, par des recherches d'économie d'énergie, bien sûr, en maîtrisant les sources lumineuses, les systèmes thermiques. Donc il y a des objectifs très précis qui ont été fixés. De tri, oui, et qui sont réévalués vers plus d'exigences chaque année. Et ce système est décliné depuis le début de cette année dans les ambassades à l'étranger, donc sous le vocable ambassade verte. Tous les objectifs du plan d'administration exemplaire se retrouvent également. Également la mobilisation des utilisateurs à travers les éco-gestes. Et puis, bien sûr, donc non seulement concevoir de façon vertueuse, mais le faire savoir maintenant à travers cette certification. Et puis le choix de Serway, c'est aussi le choix du soutien au développement d'une marque française à l'étranger, puisque le ministère des Affaires étrangères, c'est aussi le ministère du développement international, donc c'est aussi un acte de diplomatie économique. Enfin, en tant que maître d'ouvrage, par rapport aux autres certifications que nous avons pu tester, la certification HQE se distingue par le fait que c'est vraiment le maître d'ouvrage qui s'engage et qui porte la certification. Alors que pour plusieurs autres, alors le maître d'ouvrage le demande, mais elle est portée par le maître d'œuvre plutôt. Donc c'était plus responsabilisant et ça nous oblige à nous prononcer à chaque étape clé où il faut éventuellement prendre des décisions par rapport à l'objectif initial. Alors vous avez vu deux photos de la nouvelle ambassade de France à Jakarta. Donc là c'est typiquement une opération de rationalisation immobilière. On avait, je ne sais plus, 4 implantations, le consulat, l'ambassade, l'institut et un terrain, enfin voilà. Et donc toutes ces installations ont été regroupées sur un seul site, sur un campus qui a été livré tout récemment. Alors, étant donné la longueur d'un projet immobilier, quand il a été enclenché, c'était sans recherche d'une certification HQE, puisque le référentiel français pour l'étranger n'était pas encore vraiment au point. Mais on avait recherché la certification locale. Et donc, il y avait déjà toute une démarche de cotation de nos efforts. Et comme on a voulu faire quelque chose d'un peu expérimental en accord avec Serway, donc essayer de voir si on pouvait, même en prenant ça en cours de route,
s'inscrire dans les critères HQE et avoir une certification HQE pour cette réalisation. Alors c'est en cours. Donc quelles ont été les réflexions particulières sur ce projet? Alors Jakarta, c'est un climat équatorial, il fait chaud, il fait presque 100% d'humidité toute l'année. Il y a des périodes de mousson avec des pluies très intenses, 300 mm par mois, mais surtout parfois très très concentrées. Donc ça oriente la conception. On ne pouvait pas se passer d'air conditionné ni de climatisation. En revanche, il fallait chercher un système de production de froid à très bon rendement. Évidemment, une isolation de l'enveloppe, du double vitrage. Il y a aussi eu un effort, alors ça ne se voit pas forcément beaucoup sur les photos, pour favoriser l'éclairage naturel, tout en se protégeant des apports solaires excessifs. Et puis, évidemment, des choix de sources lumineuses basse consommation. Un gros travail aussi sur la gestion de l'eau. Alors là, c'est quelque chose qu'on retrouve, nous, quand on travaille dans des capitales de pays à l'urbanisation galopante. Les réseaux ont du mal à suivre. Donc, concrètement, on a construit une petite station d'épuration à l'échelle de la parcelle pour rejeter déjà de l'eau bien traitée. Et puis, il a fallu qu'on maîtrise le débit de fuite de la parcelle, notamment en cas de grosses pluies, en période de mousson, pour le réduire d'au moins moitié. Alors avec une maîtrise de l'imperméabilisation, quand on faisait des dallages à large joint, et pour compléter, création d'un réservoir d'eau, qui sert aussi à arroser des plantations. Alors, aussi quelque chose qu'on retrouve, nous, beaucoup, qu'on constate dans les pays d'Extrême-Orient, dans leur certification environnementale, il y a une attention très forte au jardin, à la végétalisation. Donc il fallait maximiser sur notre parcelle déjà assez dense les espaces plantés. On nous demandait de rechercher un pourcentage très fort, enfin 100% si possible, de plantations locales, des plantes peu gourmandes en eau, et puis les arroser avec l'eau du site. Voilà. Et donc j'imagine qu'il y a encore d'autres projets, d'autres réflexions évidemment engagées. Il y a d'autres projets qui nous amènent aussi à constater parfois que la conciliation des objectifs de qualité environnementale sont parfois difficiles à concilier avec d'autres contraintes que nous avons pour nos emprises diplomatiques. Je peux vous citer le cas de Nairobi, par exemple, où là, un climat extrêmement favorable. On est à plus de 1600 mètres d'altitude, une température très régulière toute l'année, autour de 25 degrés dans la journée, et puis, je ne sais plus, 16-17 la nuit. Et on s'est dit, mais c'est merveilleux, on va faire ni chauffage, ni climatisation, que de la ventilation naturelle, et on va être excellent. On va ouvrir les fenêtres la nuit pour faire la décharge thermique. Ça va être très très bien. Donc des façades perméables, des fenêtres qui s'ouvrent. Et puis on présente ça à notre service de sécurité diplomatique qui nous dit mais attendez, le Kenya c'est à côté de la Somalie, il y a plein de risques, il n'est pas question d'ouvrir les fenêtres la nuit. Et puis il faut peut-être être anti-déflagrant, donc votre surface de fenêtre va se réduire. Vos cheminées solaires, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, donc il faut faire des compromis. On a vraiment des contraintes particulières. Voilà. Alors, des contraintes, mais aussi, ça va être l'occasion aussi d'échanger, hein, Corinne Bloch-Ranagan. Donc on a cet exemple quand même de l'exemplarité des acteurs publics et puis aussi de l'adaptabilité, ce qui est en filigrane dans tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette table ronde. Oui, tout à fait, effectivement. C'est un souci qui était présent à la création de Serway. Pour être en mesure de faire une offre de certification HQE partout dans le monde, il fallait évidemment réfléchir à l'adaptabilité de cette offre pour pouvoir répondre à des contextes extrêmement différents, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan culturel, sur le plan climatique, on vient de l'évoquer à l'instant, sur le plan aussi des besoins et des préoccupations du maître d'ouvrage, hein, puisque là, effectivement, on parle de sécurité. Donc c'était clair qu'il fallait adapter le référentiel qui était utilisé pour la France de façon à répondre à toutes ces préoccupations. Donc on a travaillé, enfin les parents, je dirais, de Serway, donc Sercal et Certivea avec l'association HQE, ont travaillé ensemble à l'élaboration de référentiels
qui soit dépouillé, je dirais d'une certaine façon, de tout ce qui était purement franco-français, répondant aux réglementations thermiques françaises, par exemple, et aux autres réglementations qui s'imposent en France, et qui soit transformé en référentiel générique, tout en respectant bien sûr l'ambition de HQE, elle n'est pas revue à la baisse. En revanche, les rendre génériques de façon à pouvoir s'adapter à toutes ces conditions. Et ont été également prévus pour des cas un peu particuliers, comme ceux qui viennent d'être cités par Madame Michèle Amiot, de demander que les maîtres d'ouvrage puissent demander des principes d'équivalence, c'est-à-dire une méthode alternative d'évaluation qui nous est proposée, que l'on analyse et que l'on valide ou pas. Et depuis 2 ans que Servois existe, finalement, on se rend compte qu'on a très très peu de demandes de principes d'équivalence. Il y en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça par rapport à ce qui était imaginé, ce qui valide d'une certaine façon la solidité des référentiels génériques. Alors justement, je voulais faire rebondir les acteurs sur cette question d'adaptabilité dans leur pays. Peut-être commencer par vous, Manuel Carlos Reis Martin, sur l'adaptabilité. How do you adapt what you do? First thing is that the HQE is performance-based. So it doesn't ask for predefined solutions. The solutions should be coherent with the context of the local where the building is to be situated and the needs of the building, the operational needs of the building. So the designers and the architects can use their creativity and their competence and their knowledge to look for the best solutions to obtain performance in the actual context of the building. So this made for us much easier to do the adaptation. We had to do the adaptation in terms of some cultural changes, some cultural aspects in Brazil of construction and using the buildings, legislation, as I said before, and technical standards. And the other thing is that the HQE also brings the needs of a management system which requires planning and control and monitoring all during the life cycle of the building project. So we did the adaptation in that way, and but we kept these essentials, which is performance-based. We kept management system and the need for planning and control, which are central characteristics of the HQE. And this doesn't depend on culture. I would say that performance, management, planning and control should be universal. Donc cette adaptabilité, cette souplesse aussi dont vous parliez tout à l'heure, hein, Paul Dupas aussi, qui vous a intéressé dans cette démarche HQE. Oui, tout à fait. Comme vient de le dire Manuel, c'est le fait de se fixer des objectifs et d'utiliser la créativité pour les atteindre plutôt que de suivre, je dirais, une liste d'épicerie qu'on check, qu'on vérifie si on a bien passé tous les préalables, toutes les étapes. Là, on se donne des objectifs et on essaie d'imaginer quelles sont les solutions pour y arriver. À mon avis, c'est une des grandes forces de cette certification qui laisse toute place aux métiers techniques, ingénieurs et architectes d'imaginer la meilleure façon de répondre à des problématiques données, sachant aussi que effectivement, ce qui se passe au Brésil, au Maroc, en Pologne ou au Canada, c'est pas du tout la même chose. Les conditions climatiques sont pas du tout les mêmes, et donc il y a forcément différents moyens d'arriver à avoir des bâtiments performants et des bâtiments de qualité. Est-ce que vous avez apprécié aussi, c'est la sorte d'indépendance, on va dire, des acteurs dans tout le processus, cette même souplesse dont je parlais? Oui, le fait qu'il y ait une tierce partie totalement indépendante qui vienne, je dirais, crédibiliser la certification en venant analyser les données qu'on lui fournit, en montant notre projet. Il y a une personne indépendante qui vient auditer en fait ce qu'on lui propose et qui valide ou pas le travail qui a été réalisé. Ça permet de garantir effectivement qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y ait pas
c'est ça, de conflits d'intérêts, puis de moyens d'outrepasser un petit peu les balises de la certification. Donc c'est une grande force. Puis un des enjeux principaux du développement durable dans les grandes largeurs, c'est la transparence. Le besoin de transparence, le besoin de savoir, par exemple, quand on parle des matériaux, de quoi il est fait, quelles sont ses contre-indications, etc. Mais dans le bâtiment, c'est pareil. On a besoin de transparence entre les acteurs. La présence d'une tierce partie, c'est un plus indéniable. Alors justement, Mohamed Abdellaoui, je vais réagir aussi à cette question. Je voyais opiner du chef. Évidemment, ce n'est pas la même chose au Maroc qu'au Québec, tous ces exemples dont on a entendu parler. Donc là encore, sur l'adaptabilité, la souplesse. Vous avez un micro pas très loin de vous. Écoutez, moi je peux en témoigner, puisque effectivement, il y a les normes de base, mais il y a la possibilité, l'adaptabilité nécessaire pour répondre au contexte dans lequel se fait la certification. Et ça, tout au long des 4 années vécues avec les experts de HQE, c'était à chaque fois qu'il y avait une problématique qui était exclusivement marocaine ou typiquement marocaine, il y avait un effort d'adaptabilité, il y avait, je dirais, une intelligence partagée pour essayer de trouver la bonne solution. Je crois qu'effectivement, je rejoins ce que disait mon collègue, c'est l'un des points forts. Et que cet HQE se passe au Canada, au Maroc, vous pouvez imaginer bien que ce n'est pas la même problématique, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas les mêmes moyens non plus, etc. etc. Et un autre objectif, disons enjeu dans tout ça, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, c'est cet aspect aussi qualité de l'air, qualité de vie intérieure aussi, ça c'est important chez HQE. Je crois que ça représente finalement 50% aussi des objectifs. Il n'y a pas que la vie, vous disiez, on parle de 75%, c'est pas 80% du temps à l'intérieur. Ça aussi, c'est cette notion de santé, de confort, de bien-être qui est un des enjeux d'avenir. Ça veut dire quelque chose pour vous? Ce qui a fait pencher, en tous les cas, pour notre cas, notre expérience, ce qui a fait pencher pour la certification HQE, c'est ce côté-là. D'autres certifications existent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau de la certification HQE, à peu près 50% des normes répondent à cette problématique de confort, de sécurité, de santé. Et pour un bâtiment recevant public, comme on dit dans le métier, c'est quand même fondamental. C'est quand même fondamental d'être dans une université où l'étudiant est certain, en tous les cas les normes sont là, qui lui garantissent que le bâtiment n'est pas nuisible, qu'il y a un confort de vie, qu'il y a un confort, il vit dans le bâtiment. La problématique acoustique, par exemple, qui est une problématique centrale dans la certification HQE, pour nous, est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il y a des salles de cours, il y a des gens qui sont là, et donc s'il n'y a pas un bon traitement acoustique qui a été pensé dès le départ, et bien forcément, la qualité de vie de l'étudiant au sein de cet espace-là ne sera pas optimale. Alors, puisqu'à la qualité de vie, il y a aussi un autre enjeu important dont on va parler avec vous, c'est la formation. Vous parliez aussi des ingénieurs. Il y a le bâtiment, ce beau bâtiment, mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux aussi qui feront l'avenir. Voilà, bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre approche, c'était vraiment une approche globale. On est parti du principe que l'université est une université innovante pour plusieurs raisons et qu'on ne pouvait pas ne pas être en cohérence, en adéquation entre ce que nous enseignons à nos étudiants et notre approche environnementale. Et au fait, c'est des vases communicants. Quand je parlais tout à l'heure de l'expérience HQE, pour nous, elle était extrêmement riche et en tous les cas formatrice. On en a fait bénéficier aussi nos étudiants de l'école d'architecture qui ont visité les chantiers, qui ont rencontré des experts de HQE, qui ont compris, qui ont été en tous les cas sensibilisés. Un module de formation sur la problématique de la certification HQE leur sera introduit en 4e ou voire en 5e année d'école d'architecture. C'est la même logique que l'on peut donner sur l'école d'ingénierie des énergies dont je parlais tout à l'heure. La conception de la ferme solaire de l'Université internationale de Rabat a été faite avec le corps professoral, avec les doctorants, c'est-à-dire les thésards qui préparent leur thèse, et avec un certain nombre de nos étudiants qui ont fait des stages au sein même du campus sur le projet, et donc ça crée une certaine émulation. C'est le lieu, je pense, par excellence où l'on peut bénéficier de ces synergies. Et si les choses sont faites à l'origine d'une manière, je dirais, réfléchie et posée correctement d'un point de vue stratégique,
je pense qu'on peut arriver à multiplier les efforts, à essaimer les bonnes pratiques, parce que en dehors des étudiants qui sont là, il y a les enseignants-chercheurs, il y a les enseignants des partenaires qui viennent passer 6 mois, 1 an et qui viennent travailler sur des problématiques. C'est vraiment un lieu de partage par définition, l'université. Et donc, je pense que le fait qu'un projet comme ça soit mis en place au sein d'une université ne peut que lui donner une certaine ampleur et puis également, je dirais, une dimension académique. Oui, c'est important de se tourner vers la jeunesse aussi. Voilà. Voilà. Et puis, on n'a pas parlé de l'activité recherche et développement au sein de l'université, et notamment on travaille sur les problématiques, en tous les cas au Maroc, sur la problématique de construction durable, de construction en terre, et des choses qui se font et qui peuvent tout à fait trouver des synergies avec la certification HQE. Il y a aussi, on est au niveau recherche et développement, toute la partie sur les panneaux solaires. Aujourd'hui, on parle de panneaux solaires de nouvelle génération avec des couches minces, etc., qui vont demain être sur les façades des bâtiments en verre et qui produisent eux-mêmes leur propre énergie. Et là aussi, il y a des choses qui demain pourront rentrer. Il y a énormément de synergies à trouver. Il faut être imaginatif et innovant. C'est la définition même de l'université, je dirais. Évidemment. Je ferai réagir tout à l'heure Timon Nowosielski, mais Paul Dupas, je vous repasse la parole sur l'aspect formation. Si vous en avez parlé, c'est important aussi dans votre ONG. Donc je pense que cette démarche, ce partenariat pour vous aussi est important en matière de formation. Oui, tout à fait. De toute manière, on ne peut pas, sans travailler avec les professionnels, on ne peut pas arriver à implanter une nouvelle certification, de 1. Et puis de 2, de toute manière, c'est eux qui conçoivent les bâtiments. Donc il y a 2 aspects importants à la formation pour nous, qui faisons de la formation continue. On n'intervient pas au niveau des universités, mais vraiment au niveau de la formation continue. Il faut savoir qu'au Québec, c'est obligatoire pour tout ingénieur ou architecte de se former une trentaine d'heures pendant 2 ans afin de renouveler son permis d'exercer. Donc c'est un aspect obligatoire. Par contre, la formation peut porter sur plein de choses, aussi bien sur une formation Word que sur une formation, on s'entend, de mise à jour réglementaire. Donc nous, on vient apporter l'aspect durable. Là-dedans, il y a quand même un potentiel important de transmission de connaissances et d'acquisition de connaissances pour mettre en œuvre je dirais, les principes de HQE. Donc oui, la formation, effectivement, ça reste important de toute manière tout au long de la vie professionnelle, mais aussi de façon à acquérir, en tout cas, une nouvelle façon de pratiquer le bâtiment. Oui, surtout que ça évolue de façon perpétuelle. Alors Exactement. justement, on en parlait, puisqu'en Pologne, vous êtes un pionnier en la matière, il n'y avait pas de certification avant, vous arrivez là-dedans, Timon Nowosielski, en construisant quelque chose de nouveau. Il faut quand même éduquer aussi, on va dire, ceux qui sont là, éduquer le marché. En fait, on a parlé de différences. On peut imaginer différents pays qui ont des différences climatiques, c'est facile. Mais je vous raconte la plus grosse différence entre France et Pologne au niveau production logement. Ça peut être même pour certains choquant. En fait, on sort de pays qui étaient sur régime de socialisme réel, dit au communisme. Donc, on a eu des standardisations, définitions des logements. Et sortant de cette période, les gens, ils ont détesté que les logements ils sont finis. En fait, standard en Pologne, c'est livrer appartement sans finition. Pour un Français qui visite ce chantier qui est fini, avec permis d'exploitation, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc il n'y a pas de couverture au sol, il y a juste une couche de peinture, et il n'y a pas... les salles de bain ne sont pas finies, parce que c'est clients individuellement qui décident comment finir ça. Bien sûr, on s'adapte parce qu'on a aussi la gamme, les clients ils peuvent acheter la gamme de finition chez nous, mais il y a toujours 60%. On va dire que c'est pas mal, c'est bien aussi finalement. On adapte à la fin, on termine les travaux en fonction de l'envie du client. C'est comme ça que 60% des clients ils prennent un logement pas fini et il fait par son propre moyenne finition. Et ici on arrive à cet aspect d'éducation qui est prévu dans le système de management de HQE, que ce n'est pas seulement l'éducation des ingénieurs ou chefs de chantier pour bien sélectionner les déchets pour évacuation des terres
Et c'est aller au bon décharge de terre, etc., etc. Ça, c'est facile parce qu'on parle là-bas business to business. On a devant nous des professionnalistes. Mais il y a cet aspect assez intéressant de pédagogie subtile, parce qu'on n'est pas... on cherche de faire ça d'une manière subtile, de suggérer à ces gens qui vont faire finition par leurs propres moyens, comment faire ça, dans quels matériaux investir. Ça fait partie aussi des démarches HQE. Voilà. La démarche de pédagogie. Vous vouliez réagir, Corinne Carrien? Oui. Oui, tout d'abord une petite parenthèse. Je voulais vraiment quand même dire mon admiration pour le niveau de français de Timone. Et pour l'anecdote, tout à l'heure, nous avons rencontré des journalistes italiens et Timone s'est mis à parler en italien avec eux. Donc, je ne sais pas combien de langues il parle, mais c'est assez... il disait qu'il y avait de la matière grise en Pologne, je veux bien le croire. Pour revenir à la formation... si on revient aux racines, en fait, aux sources de HQE, HQE, avant d'être une certification, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui vise à rassembler tous ceux qui ont envie de faire progresser le bâtiment durable et la ville durable. Et quand on parle de progrès, forcément, on parle de formation. Donc, ça fait aussi partie intrinsèquement de HQE de faire de la formation. Et c'est ce qu'on leur fait, puisqu'on a des partenariats de formation académique, par exemple avec l'École supérieure d'architecture et de design de Tunis. On va très prochainement, j'espère, faire de même avec l'Université internationale de Rabat. Nous avons également donc ça c'est pour les jeunes étudiants en architecture, par exemple, mais également nous faisons des formations d'initiation à HQE et nous formons des professionnels qu'on appelle les référents certification HQE. On en a une centaine aujourd'hui qui passent un examen à l'issue de cette formation, qui ont un statut et qui peuvent ensuite accompagner leurs clients. D'ailleurs, j'en vois quelques-uns dans la salle, qui peuvent accompagner leurs clients ensuite dans une démarche de certification. Et ces formations, avec le soutien de l'ADEME, d'ailleurs je le souligne, on commence à les porter localement. On va dans les prochains mois faire des formations au Liban, en Colombie, au Québec, en Pologne, peut-être même en Russie. Voilà, donc on a plusieurs projets de formation et ça fait vraiment partie de notre activité aussi. Alors l'activité, je vais juste poser peut-être une question pour la gratter, comme on dit, mais puisqu'on parle beaucoup d'adaptabilité, c'est important, il y a de la souplesse. En même temps, est-ce que ça peut, quand on est de l'extérieur, parfois dans certains pays peut-être un peu rigoureux, ne pas semer un peu le trouble? Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, oui, alors on peut s'adapter en fonction, mais c'est quoi cette certification? Je pense que quand je regarde ça de l'extérieur, je me pose la question. Oui, vous avez raison de poser cette question pour effectivement clarifier ce point. On a parlé tout à l'heure de liberté de choix. Alors déjà, la certification, déjà, c'est une démarche volontaire et nous, on défend le fait que c'est une démarche volontaire. On ne souhaite pas qu'il y ait des réglementations partout qui imposent la certification. Donc, c'est une démarche volontaire. Par ailleurs, ça a été dit par Paul, on regarde la performance, et par Manuel, on regarde la performance finale du bâtiment, donc on n'est pas prescriptif sur le type de matériaux, par exemple, qui doivent être utilisés. On tient à ce que les architectes conservent leur liberté d'innovation et de conception, et Dieu sait s'ils y sont attachés. D'ailleurs, HQE n'est pas incompatible avec des bâtiments tout à fait extraordinaires, comme la fondation Louis Vuitton, qui a été certifiée HQE. Donc ça c'est une réalité. Il y a cette liberté qui permet donc déjà, même en France, beaucoup d'adaptations déjà. Malgré tout, ce sur quoi on est très rigoureux, c'est que les référentiels sont scientifiquement fondés et techniquement solides. Ils sont issus de tout le travail de recherche du Centre scientifique et technique du bâtiment et de Qualitel, qui sont nos deux groupes parents. Donc le CSTB et Qualitel, qui travaillent en permanence de façon à anticiper les réglementations futures et à intégrer toutes les avancées scientifiques et technologiques. Donc l'essentiel, c'est que en recherchant un bâtiment performant ou un projet performant, on utilise une base qui est extrêmement solide scientifiquement. Voilà, donc c'est ça les limites de l'adaptabilité, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait cette rigueur scientifique et la rigueur de l'audit aussi, puisque l'auditeur est une tierce partie indépendante. Donc lui, il va rester totalement indépendant à la fois de Serway, mais également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou du maître d'ouvrage, et simplement constater que les exigences sont respectées. C'est important de le rappeler. Il y a à la fois de la souplesse et aussi de la rigueur. Peut-être passer la parole quand même à Marie-Odile Michel Amiot, qui a commencé à témoigner aussi de ce qu'elle avait aussi découvert. On parlait finalement d'éducation dans tout ça, mais à travers cette certification HQE. Alors,
la difficulté pour nous par rapport, je pense, à tous ceux qui sont intervenus autour de moi, c'est que eux ont une certaine masse critique quand ils interviennent dans le pays où ils veulent développer la prise en compte de cette certification. Et nous, ce n'est pas du tout notre cas. Puisque nous, d'une part, quand nous intervenons dans un pays, c'est une fois non renouvelable. Et après, on part dans un autre pays et on revient peut-être 40 ans plus tard. Donc, il n'y a pas de retour sur l'investissement qu'on peut faire. Et puis, on est trop petit en surface par rapport aux mètres carrés cités par nos collègues. Jakarta, c'est un gros projet et c'est 2 bâtiments de 2000 mètres carrés chacun. Donc, bon, là, il a été question du tri des déchets. Donc là, c'est pareil, on avait prévu un tri des déchets. Mais bon, la filière n'existe pas, mais avec nos 4000 mètres carrés, on va peut-être avoir du mal à faire bouger les choses autour de nous. Donc, notre situation est vraiment spéciale. Voilà. Et vous apprenez jour après jour. L'un d'entre vous veut-il encore ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole éventuellement à la salle, si elle a des questions? Non, 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 rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement à nos intervenants dans la salle? Je vois ce monsieur qui vient prendre un micro. Le monsieur là-bas, voilà. Oui, tout à fait. Je vous en prie. Merci, je m'appelle Copieux, je suis d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai entendu parler de HQE bâtiment, HQE urbanisme, HQE infrastructure. Dans tout le développement et les expériences qui ont été montrées tout à l'heure, on n'a pas entendu les autres aspects, on a parlé seulement du bâtiment. Est-ce à dire que cet aspect-là n'est pas encore développé? Je pense qu'on a commencé à citer des exemples d'aménagement tout à l'heure, pour reprendre. Voilà, ça a été aussi à côté, mais je vais laisser rebondir voilà, évidemment les uns les autres. La deuxième question, c'est quelle est la différence entre la démarche HQE et la démarche écoquartier? Alors, je crois que c'est Corinne qui va répondre à tout ça. Oui, alors sur les différentes certifications, donc on a effectivement la certification HQE bâtiment qui s'est bien propagée à l'international. On a déjà des exemples de certification HQE aménagement. J'ai mentionné tout à l'heure un projet, le premier projet à l'international, c'était au Maroc, donc l'aménagement d'un site touristique. Il y a une dizaine de projets Aquabairos, donc l'équivalent de HQE aménagement au Brésil, donc c'est aussi bien répandu. Ce sont des certifications qui sont moins fréquentes, même en France. Il y a 35 exemples de certification HQE aménagement en France. Donc vous voyez, c'est moins fréquent parce que ce sont des projets très, très importants qui ne se font pas tous les jours, qui durent très longtemps, 15 à 20 ans. Donc c'est normal, il y a un volume moins important. Mais ça existe déjà et on a déjà une offre également pour ça. Et puis la certification HQE exploitation pour les bâtiments existants. Elle est déjà en œuvre également. On a un projet au Luxembourg. Paul a tout à l'heure mentionné l'exemple du bâtiment qui est en cours aussi de certification en exploitation. Donc l'ensemble de ces projets existent. La certification HQE infrastructure, on ne l'a pas encore déployée à l'international. Elle existe en France. Donc ça viendra dans les étapes, les mois, les années qui viennent. Progressivement, on étend le champ de nos activités également pour les bâtiments de santé. On est en train de regarder ce que l'on peut faire pour les bâtiments de santé. Voilà, mais en tout cas, construction, bâtiment en construction, bâtiment en rénovation, bâtiment en exploitation et aménagement sont déjà opérationnels à l'international. Alors, écoquartier? Alors après, sur l'écoquartier, on n'a pas du tout d'incompatibilité. Il y a un certain nombre de critères qui se construisent autour de l'écoquartier. Et ce qui est envisagé, donc, c'est de certifier sur la base de rapprocher en fait HQE aménagement et les critères d'écoquartier qui sont encore en cours d'élaboration. C'est une démarche très très récente qui n'est pas encore
bien définis par des critères voilà, dont le contenu est identifié. Donc il y a un rapprochement en cours pour pouvoir avoir un système cohérent entre HQE Aménagement et Écoquartier. Il y a différents dispositifs qui existent d'ailleurs, mais il est effectivement essentiel que l'ensemble de ces dispositifs français qui peuvent générer de la confusion soient consolidés en un seul et même système. Donc ça, c'est un travail qui est en cours actuellement. D'autres questions? Madame, je crois, vous pouvez lui donner un micro. On va vous donner un micro. Je vous en prie. Oui, bonjour, je suis arrivée en cours, donc peut-être vous en avez parlé au début. Qui est-ce qui décide? Quelles sont les personnes physiques qui décident de ces certifications, de les accorder ou de les refuser? Est-ce que ce n'est pas un danger pour le créateur, enfin le créateur du bâtiment, de dépendre exagérément de décisions, par exemple, politiques? Alors, il n'y a pas de personnes physiques qui sont en charge de la décision. Il y a des personnes physiques, les auditeurs, qui vont auditer, qui font un rapport d'audit sur la base de la comparaison entre le référentiel et ce qui est fait dans le cadre du projet, qui ensuite transmettent leur rapport à Serway. Et au sein de Serway, une instance de décision se réunit qui peut également faire appel à ce qu'on appelle un comité des parties prenantes. Pour ce qui concerne Serway, c'est un comité consultatif international qui réunit des parties prenantes représentant à la fois une dimension politique, une dimension marché, une dimension de spécialistes experts HQE, les référents certification HQE, de clients, et qui peuvent étudier les cas qui peuvent être tangents. Voilà. Donc c'est une décision collective. On va vous repasser le micro, ce sera plus simple. Voilà. Oui, excusez-moi, mais ce ne sont pas des personnalités professionnelles, en fait, ce sont des personnalités, ce sont des fonctionnaires. Ces personnes qui décident. Voilà. Est-ce que ce sont des fonctionnaires ou des architectes, des ingénieurs, des professionnels? Non, la décision de certification est prise au sein de Serway, qui n'a pas instruit le dossier, puisque c'est l'auditeur qui l'instruit. Donc c'est Serway qui prend la décision de certification en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme certificateur. Donc nous sommes un organisme certificateur qui répond à une norme qui s'appelle la norme ISO 17065 sur l'impartialité de l'organisme certificateur. Et ensuite, en cas d'appel, si par exemple nous prenons une décision défavorable, le demandeur de certification peut faire appel auprès d'un comité qui, lui, va réunir des personnalités qualifiées représentant différentes composantes de la société, de l'économie, du monde institutionnel, voilà, mais pas uniquement du tout d'une seule catégorie de personnes. Ok, une autre question, allez-y monsieur. Bonjour, merci. Antoine Laurent, je suis ingénieur biculturel. J'ai vécu aux États-Unis en charge de gros projets industriels et puis pour construire un peu partout dans le monde pour le compte de maître d'ouvrage et en tant qu'ingénieur conseil. Donc j'ai fait un projet LEED déjà, mais je ne connais pas la certification HQE. Et donc je m'intéressais à la démarche, c'est une démarche volontaire. Donc à un moment, vous intervenez en fait assez en amont, je suppose, et quel est le processus au départ pour orienter le projet en fait, et je sais pas la recherche de technologies, de matériaux, d'architectes. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en amont, pas au moment où on va délivrer le certificat, c'est déjà fait, mais plutôt en amont. Alors, je vais commencer à répondre, puis je vais peut-être passer la parole aussi aux autres participants. Alors effectivement, dans la démarche HQE, la certification intervient à différentes phases d'un projet. Si je prends l'exemple d'un bâtiment en construction, on va commencer à intervenir à la phase programme ou avant-projet, donc très en amont du projet, puis ensuite en phase conception et à la fin uniquement en phase réalisation. Donc c'est vrai ce que vous dites, on prend le projet très très en amont. Après, comment ça se passe pour que ce soit fait suffisamment en amont, je pense que je vais laisser la parole aux différents participants. Allez-y. Écoutez, c'est une démarche volontaire. En tous les cas, pour l'expérience que j'ai eue à mener, c'était une démarche volontaire.
Et dès le démarrage, au niveau de l'avant-projet, on a commencé à réfléchir sur cette problématique. Et pour être tout à fait clair, au départ, on ne savait pas quelle certification on allait choisir. C'était l'objectif, c'était d'abord d'être aux normes, je dirais, internationales en termes de respect de l'environnement et de construction durable, et ensuite de certifier pour être certain d'avoir fait les bons choix. Alors ça commence au niveau de l'avant-projet sommaire. Il y a une très très forte implication. Alors ça, il y a un rôle important. Je pense que le bureau d'études joue un rôle extrêmement important. Le bureau d'études joue un rôle extrêmement important. Et nous, on a eu la chance d'appliquer l'architecte, le bureau d'études, le bureau de contrôle dès le départ. Et donc, quand il s'agissait, par exemple, de faire des choix technologiques, des choix de matériaux, des choix de telle ou telle façon de construire, même à un moment donné, il s'agissait même de réfléchir sur l'orientation du bâtiment. Est-ce qu'on va mettre le bâtiment comme ça ou comme ça pour avoir une... Voilà. Donc ça commence là, ça commence vraiment au niveau de l'avant-projet. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple, je le dis en toute humilité. Pour notre cas, c'était simple, puisqu'on est parti d'une feuille blanche, donc c'était simple de pouvoir prendre des décisions. Ça peut être plus compliqué quand il s'agit de rénover un bâtiment, ça peut être plus compliqué. Je peux le penser, je n'ai pas vécu une rénovation, mais si on s'y prend suffisamment à l'avance, on prend les bonnes décisions dès le départ, et après ça roule, il n'y a pas de souci. Je crois que Timon Nowosielski veut réagir également. Comme disaient les collègues, ça dépend effectivement, parce qu'on a cette liberté de certifier même bâtiment au stade avancé des études. Dans le cas de notre première certificat, au niveau orientation, ça a été déjà choisi par nature de terrain, parce que c'est ancien terrain. Ils sont dans une prise de capital, mais c'est un ancien terrain agricole qui, par héritage de père à fils, il était divisé en long plot avec dimension X très courte et Y très longue. Donc, heureusement, pour projet et pour efficacité énergétique des bâtiments, il était est-ouest. Donc, mais ce n'était pas notre choix. Certificat ou pas certificat, le bâtiment il était quand même est-ouest. Mais on est intervenu au moment, je donne quelques exemples. Tu as la liberté de répondre à critères, comme disait Paul. Dans le sens, on cherche meilleur ratio d'isolant extérieur. Parce qu'en Pologne, on ne fait pas isolant au intérieur comme en France, mais on fait voile, béton ou maçonnerie et isolant. L'air minéral ou polystyrène, il est à l'extérieur du bâtiment. Donc, pour bien chercher l'épaisseur de ça, on est déjà plus haute que la norme polonaise, parce qu'on pouvait être moins épais. On a commandé en amont chez Arup modèle thermodynamique des bâtiments, complète, numérique. Donc, c'est possible d'intervenir à tous les moments. Hein. Mais je pense que c'est possible aussi si je suis avec mon bâtiment déjà avec permis de construire, aussi je peux certifier. C'est juste, ils vont mesurer mon performance. J'ai voulu être very good, pour ça j'ai intervenu. Mais non, c'est comme ça marche. Paul Dupin, vous voulez témoigner aussi? Oui, alors juste pour... on a aussi pratiqué la certification LEED par le passé. Et puis, pour répondre plus précisément à la question, effectivement, LEED a quand même une réunion préliminaire entre les différents acteurs de la construction pour définir quels sont les points sur lesquels ils vont aller chercher des points, des réussites. Puis après, ça se découle tout au long du processus de construction. Alors que dans notre cas, nous, on est en exploitation. Hein, c'est un cas quand même bien particulier. Il y a un engagement très nécessaire du maître d'ouvrage dans la réalisation du plan d'action qui va permettre de mettre en place les critères de réussite de la certification HQE. C'est-à-dire que dès le début, il engage cette certification-là, mais deux, il y a des engagements autres que uniquement financiers ou de réussite. Il
faut que ça transparaisse à travers son plan d'action, à travers son plan d'immobilisation, ses plans d'investissement, etc. Donc ça vient quand même toucher beaucoup de différents domaines qui ne sont pas forcément reliés uniquement au bâti, mais à tout ce qui tourne autour du bâti. En tout cas pour l'exploitation, c'est ce qui nous avait paru pour nous très important, cet engagement important du maître d'ouvrage. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ce que vous vouliez. Plus de questions ? C'est clair pour vous ? Écoutez, on peut dire un grand merci à tous ces intervenants qui sont venus aussi à travers le monde témoigner de ce qu'ils font, HQE International. Merci beaucoup à vous tous. Et très belle fin de journée également, très bon salon pour ceux qui restent encore aussi demain. Voilà, bonne soirée, merci, au revoir.